Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chat de l'internaute.com. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir Arnaud de Samer pour la sortie du spectacle, de son dernier spectacle, Chose promise en DVD notamment, et plein d'autres actualités évidemment. Bonjour Arnaud. Et bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, je suis ravi d'être là avec vous. Non, tout va bien. D'accord, on commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Oui. On va parler du spectacle évidemment. Et on a une première question de Mathieu de Bordeaux. Bonjour, j'aimerais demander à Arnaud la question suivante. Comment a-t-il trouvé son idée de spectacle, excellent d'ailleurs, et qui m'a agréablement surpris? Alors, c'est une question qu'il a écrite? Oui. Et il a écrit j'aimerais demander une question. Alors, tout d'abord, son prénom c'est Mathieu. Mathieu. Alors, tout d'abord, Mathieu, on ne demande pas une question, on pose une question. Si tu me demandes une question, donc c'est à moi de te la poser. Mais comment t'es venue cette question, Mathieu? Voilà, non, bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. Comment est venue l'idée du spectacle? C'est en réfléchissant avec François Rollin et Arnaud Joyer. Et c'était aussi une idée du spectacle qui découlait de mon premier spectacle qui s'appelait Réflexion profonde sur pas mal de trucs. Et on s'était rendu compte avec Joyer et Rollin que ce spectacle-là jouait aussi sur le fait que j'arrivais sur scène et que je faisais mal des numéros. Mais je n'avais il n'y avait aucune justification à ça, au fait que je fasse mal des numéros. Donc Rollin, il me dit, toi, tu fais venir tu fais venir des gens en salle et tu présentes un comédien qui fait mal des trucs, donc on est en droit de dire, c'est nul, voilà, c'est pas bien. Donc tu auras beau le justifier tant que tu voudras et tout. Au niveau de la justification de l'histoire, ça tient pas debout parce que tu es comédien et que tu es censé savoir faire des choses sur scène. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire monter sur scène quelqu'un qui n'était pas comédien. Et du coup, la maladresse qu'il met dans ses numéros, c'est pas grave entre guillemets, puisqu'il n'est pas comédien et qu'il est juste là pour rendre hommage à une autre personne. Donc, on lui pardonne en fait. Il le dit souvent d'ailleurs. Moi, je suis pas comédien. Oui, il le dit. Oui. Il le rappelle. Mais c'est ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est qu'au départ, il vient très humble et très modeste, très humble. Et qui finit le spectacle en étant persuadé qu'il y a un producteur qui va signer son spectacle et il se la raconte pas mal à la fin. Donc j'aime bien le parcours de ce personnage-là pendant le spectacle. Donc voilà, en gros, quelle est la genèse de l'idée du spectacle? Une question de Claude qui rebondit à ce sujet. Ah, et Claude. pourquoi avoir eu en fait cette idée pourquoi un professeur en fait pour ce spectacle? Ouais, alors le professeur, c'est ce qui nous paraissait être le mieux entre le fait d'amener sur scène quelqu'un qui ne soit pas comédien donc, mais qui à la fois soit crédible dans la prise de parole en public. Donc on avait le choix entre profs, entre avocats, enfin voilà. Et les profs nous paraissaient intéressants à traiter parce qu'effectivement, et c'est dit aussi dans le spectacle, il peut y avoir quelques similitudes entre le métier de prof et le métier d'humoriste, enfin en tout cas d'homme de scène. Et voilà, et puis les profs, on en a tous eu, donc c'est aussi, alors que des avocats, j'en ai pas côtoyé des masses, alors que des profs, on en a tous côtoyé. Donc voilà, tout convergeait vers le fait de traiter ce personnage-là, qui nous était assez familier, comme à tous. Une question des Tsamérettes. Oui. Voilà, je pense que vous les connaissez. Sur scène, vous incarnez le personnage donc, de Patrice Valentin. J'incarne, je n'incorne personne, pardon. Caroline. Pardon, l'incarne donc, le personnage de Patrice Valentin. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une personne en particulier ou est-ce qu'il est complètement... il a été créé de toutes pièces par votre imagination? Alors oui, il est créé de toutes pièces. Il est inspiré juste de... C'est une synthèse de tous les profs que j'ai eus en fait. D'accord. Donc on y a mis un peu tous les clichés possibles et imaginables sur les profs. Voilà. On a essayé de deviner ce que pouvaient être des blagues de profs en salle des profs. Voilà. Donc piquer les piles de la calculatrice du prof de maths par exemple, on s'est dit que c'était crédible. Et du retour de certains profs, on n'est pas loin de la vérité. Ça se fait vraiment. On n'est pas loin. Ouais. On n'est pas loin. Les blagues sont à peu près de ce niveau-là. Je vais boire beaucoup. Je préfère vous prévenir tous. Je vais boire énormément. Très bien. Une autre question de Anthony du 72. Est-ce que vous avez cherché longtemps votre style d'humour avant de vous lancer dans l'absurde ou est-ce que ça s'est imposé à vous? Non, j'ai pas cherché longtemps parce que grâce à l'improvisation théâtrale, justement, on trouve assez vite quel est son style.
parce que en impro, c'est notre nature qui ressort. Donc non, j'ai pas eu à chercher très longtemps. Et puis c'est un humour qui... un peu, alors pas forcément l'humour absurde, mais l'humour très pince sans rire. C'est un humour que mon père pratique et donc j'ai un peu grandi là-dedans. Ouais. D'accord. La question suivante, c'est Ulia qui la pose. Ah, Ulia. Voilà. Bonjour, par le passé, vous ne vous sentiez pas légitime pour faire de l'humour dénonciateur. Aujourd'hui, votre point de vue a-t-il changé à ce sujet? Non, Ulia, toujours pas. Voilà. Non, toujours pas. J'arrive pas à me mettre dans la peau d'un polémiste. Et puis non seulement je sais pas le faire, et puis ça m'emmerde. Et vraiment, j'ai l'impression que si je lançais un pic si je dénonçais quelque chose, j'aurais l'impression de pouvoir me faire démonter dans la seconde qui suit, quoi, par quelqu'un qui trouvera un contre-argument immédiatement ou qui me... Voilà, donc c'est vraiment pas du tout ma came. Alors quand je dénonce, c'est vraiment des trucs... je crois que ma plus grosse dénonciation, c'est les gens qui roulent sur la voie du milieu, sur l'autoroute, quoi. Voilà, ouais, je vais loin, ouais, mais je vais pas me faire que des amis, mais j'assume. Donc ça vous arrive jamais de vous inspirer de l'actualité pour faire des petits messages pendant vos spectacles? Jamais. Non, ou alors, ou très rarement, ou alors quand c'est sans risque et tout, mais j'aime pas me risquer là-dedans. Je sais pas le faire. Il y en a qui le font très bien. Alors, on a une question de Ludmilla qui demande comment va Falzouille, car on ne le voit pas en dehors des spectacles. Est-ce qu'il tient le coup avec toute la pression de la célébrité et prend-il la grosse tête? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Falzouille? Alors, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas comprendre Falzouille, la question. Falzouille, c'est une marionnette de ventriloquie que je traîne, entre guillemets, avec grand plaisir. Depuis, on est en 2013, donc ça fait 10 ans. Et Falzouille était déjà dans Réflexion profonde sur pas mal de trucs. C'est le seul morceau de spectacle que j'ai gardé, c'est ces 4 minutes avec Falzouille. Et il va très bien. Et alors, oui, je me rends compte qu'il devient très... il est passé dans On ne demande qu'à en rire, Falzouille. C'est Arnaud Cosson qui m'avait dit « Viens avec Falzouille sur un sketch », donc j'ai amené Falzouille. Et tiens, je lance un message. Ah. Je pense que... J'espère être écouté. J'ai joué il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quelle ville c'était, cet incident, entre guillemets, est arrivé, mais au moment où je suis dans la peau de Patrice Valenton, qui est censé monter sur scène pour la première fois de sa vie et qui est donc censé jouer ce spectacle pour la première fois de sa vie. Au moment où je sors la marionnette, Falzouille, il y a 2 personnes dans la salle qui ont hurlé « Salut Falzouille ». Voilà. Donc c'est très gentil de vouloir rendre hommage à Falzouille, mais moi ça casse toute la dramaturgie du spectacle en fait. Parce que de dire ça casse le fait que je joue ce spectacle pour la première fois. Et donc les gens qui me connaissent pas, qui connaissent pas le spectacle et qui sont dans l'histoire, s'il y a d'autres personnes qui hurlent le nom de la marionnette avant moi, ben c'est pas cool, quoi. C'est comme lancer des vannes avant l'humoriste parce qu'on connaît le spectacle, c'est pas cool non plus. Et donc il a fallu que, au lieu de l'appeler Falzouille, il a fallu que je l'appelle par un autre nom, que j'improvise un autre nom, mais dans la seconde, sur le moment. Et ça m'a vraiment déconcentré, ça m'a pas plu du tout. Donc même si c'est censé me faire plaisir et rendre hommage au spectacle et tout, et me montrer qu'on aime le spectacle, que ça fait plusieurs fois qu'on le voit, je vous en supplie, le faites pas, quoi. Le faites pas, dites pas les vannes avant, on n'est pas... Patrick Bruel, il adore ça, qu'on chante avec lui, mais les humoristes détestent ça, vraiment, parce que c'est très, très, très déstabilisant. Et c'est, voilà. Donc c'est un petit... Ah, tu vois, je dénonce des trucs, finalement. Non, mais c'est gentil, parce que ça part... Je sais que ça part d'un très, très bon sentiment, mais c'est très déstabilisant. Voilà. Donc si on peut éviter de le faire... Et d'ailleurs, une fois... Juste, je referme la parenthèse là-dessus. Un soir, j'ai joué, j'avais tellement peur que la vanne vienne du public avant moi, que j'ai fait la vanne trop tôt, en fait. Que je me suis auto-détruit la vanne. De peur que ça vienne du public, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est pour vous dire à quel point ça... Mais ça, c'est un syndrome, enfin, ce sont des choses qui arrivent, c'est plutôt bon signe. Parce que c'est quand ça marche. C'est quand ça marche, c'est plutôt bon signe. C'est les gens qui vous adorent finalement. Voilà.
Mais du coup, comme je sais que ces gens-là m'écoutent aujourd'hui, et puis, Et Fanny vous demande justement d'où elle est venue cette idée de Falzouille, puisqu'elle est assez ancienne, du coup on a compris. Ouais. Alors en fait, je présentais un plateau d'humoristes au théâtre de la Main d'Or. À l'époque, on faisait un plateau d'humoristes qui s'appelait le MIOCH, le mouvement indépendant et ouvert des comédiens et humoristes éclectiques. Et à l'époque, c'était un plateau, on était 6 ou 7, il y avait Maman, Marciano, Marco, Fabrice Eboué. Il y avait moi, puis d'autres. Voilà. Et au départ, sur ce plateau, moi, j'étais pas humoriste, j'étais présentateur. Et donc, je passais les plats. Et puis, je me mettais à faire des sketchs entre les humoristes. Et un soir, je prends ma manche de pull comme ça, je la mets dans la main comme ça. Je fais toc. Et puis, je demande une paire de lunettes dans le public. Je la cale ici et ça faisait vraiment une marionnette, quoi. Ça faisait une jolie marionnette. J'ai enlevé ça. Attention, le micro. Ah merde, le micro. Bon, bah. Ça va, vous m'entendez? Bah, je vais pas enlever. Oh, putain, j'ai cru que j'avais déchiré un truc sur ma veste et que vous vous souciez de ma veste. Non, vous vous souciez du... Je vais garder ça, alors du coup, la manche sera un petit peu tirée comme ça. Et du coup, voilà. Et j'ai improvisé une espèce de sketch de ventriloquie avec ma manche et cette paire de lunettes. Et ça a beaucoup fait rire, alors je l'ai gardé. Et puis le metteur en scène, le directeur de la compagnie, Papy, Attrape, me voyant me battre avec ma manche et mes lunettes, un jour est arrivé, il avait piqué Falzouille, la marionnette, il l'avait piqué à son fils, et il m'a dit, tiens, voilà, ce sera mieux pour faire ton sketch. Et donc il lui a rajouté des scratchs. C'est voilà. important quand même dans le spectacle, les scratchs. Voilà, donc vous connaissez l'origine de tout ça. Margot demande, quel est votre meilleur souvenir sur scène pendant la tournée de votre spectacle Chose Promise? Waouh. 77 dates on a fait. Fois 2 heures de spectacle, ça fait 154 heures. Je sais, c'est difficile de... Meilleur souvenir. Non, il y a des dates qui resteront... mais pas pour la qualité du public. Moi, pour des raisons personnelles, je sais que à Nice, par exemple, j'étais persuadé de passer une soirée difficile parce que j'avais le cliché d'une population plutôt en retraite. Et là, quand j'ai vu la configuration de la salle, il y avait 1000 chaises à plat par terre. Et moi, j'étais sur une scène assez haute, une scène amovible assez haute avec 1000 chaises comme ça. Je trouvais la configuration de la salle pas du tout adaptée. Et ça a été une soirée extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Pareil à Yvetot aussi. Le public était top et puis moi-même j'étais bien, je me sentais bien sur scène. Donc voilà, après il n'y a pas de moment précis. Il y a des impros que j'ai faites qui ont bien marché, mais c'est difficile d'isoler tout ça. Le spectacle, lui, il a été tourné à Lille. Est-ce que ça rajoute de la pression de se dire ce soir c'est tourné? Oui, parce qu'on a eu cette idée, enfin c'était pas une idée d'ailleurs, c'était un peu obligé, c'était comme ça, c'était obligé. J'avais très envie de faire le DVD à Lille, au Sébastopol, et j'y allais qu'une fois. La tournée était déjà prévue, donc la pression elle était sur le fait qu'il y a eu 7 ou 8 caméras et qu'on n'a qu'un seul soir et que donc faut pas se rater, quoi. on multiplie par 7 ou 8 la possibilité que ça marche pas. Donc fallait pas se rater. Et chose que j'ai su après le spectacle, 10 minutes avant que les gens rentrent dans la salle, il y a un ordinateur qui lance des choses dans le spectacle et on en a essayé 3, il y en a 3 qui ont planté, et ils sont allés acheter un ordinateur. Mais ça, personne ne vous l'a dit avant de monter sur scène? Non, le prod m'a dit, il est venu me voir, il me dit, Arnaud, tout est ok, tu peux aller dans ta loge. Je dis, mais on n'a pas fini là Non, mais c'est ok, voilà, tout va bien, donc je te laisse. Et comme il y a Simon Astier qui tournait le bonus, j'étais avec Arnaud, moi j'étais un peu pris là-dedans aussi, ça m'amusait de faire le con devant la caméra pour le bonus. Et donc j'en ai jamais rien su. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais perdu les os si j'avais su. Alors, une nouvelle question de Doc53. Comment fais-tu pour ne pas t'embrouiller toi-même dans ton spectacle au moment de la scène de théâtre du vaudeville? Eh ben... ça m'est arrivé, mais maintenant je l'ai joué trop souvent pour... Maintenant c'est vraiment... il est trop en moi pour que je puisse m'embrouiller. Donc, Parce qu'alors il y a 25 personnages. 27. 27, j'étais pas loin.
Non, il y en a beaucoup, effectivement. Mais ça m'arrivait de m'embrouiller, effectivement, au début. Donc, voilà, je sais pas. C'est l'habitude, la répétition de l'effort. Alors Sandra nous dit « Chose promise est un spectacle magnifique dans lequel l'absurde frôle le génie et que vous menez d'une main de maître. On vous suit avec grand bonheur dans toute cette histoire plus qu'improbable. Vous le jouez depuis 8 ans. Est-ce que ça ne vous lasse pas et écrivez-vous un nouveau spectacle ?» Alors déjà, est-ce que ça vous lasse pas ? Alors merci pour tous ces compliments. Ça ne me lasse pas, non, parce que ce qui me lasse en fait dans cette tournée et ce pourquoi je commence un petit peu à arriver en bout de course, ce sont les déplacements, les trains, les hôtels, les avions. Ça commence vraiment à être pesant, mais comme tout artiste qui fait une longue tournée, j'y suis depuis le mois de septembre. Parfois j'aimerais bien être chez moi plutôt que dans un hôtel. Voilà, mais une fois que je suis sur scène, je ne suis pas du tout lassé parce que l'histoire que je joue me plaît beaucoup et c'est un spectacle qui vraiment laisse la place au jeu et à la performance de comédien. Donc c'est en ça qui me plaît beaucoup ce spectacle. Et du coup, je peux explorer des choses différentes dans le jeu. Par exemple, certains soirs où je suis un peu fatigué, où je me demande, où il faut que je retrouve les bonnes raisons pour monter sur scène, eh bien, je me rends compte que je joue différemment et qu'il y a un certain lâcher-prise. Et du coup, ça influence la manière de traiter le personnage de Patrice Valenton. Donc, heureusement qu'il y a ça. Parce que si c'était juste un spectacle de vannes et tout, un spectacle plus type stand-up, peut-être que je me lasserais, peut-être, parce que je ne pourrais pas l'épuiser dans le jeu, tout ça, quoi. Une autre question, comment allez-vous aborder le fait qu'à partir de maintenant, beaucoup de spectateurs dans la salle auront peut-être déjà vu votre spectacle en DVD ? Allez-vous faire des modifications dans les textes afin de surprendre votre public ? Ça rejoint un peu ce que vous disiez ça sur rejoint, Falzouille, ouais. ça rejoint complètement. Non, je vais rien faire parce qu'il y a pas, c'est pas le public qui doit dicter ce que j'écris, c'est moi qui dois rester maître et je dois gérer. Donc si ça arrive, ça arrivera. Mais je vais gérer, voilà, en passant un message comme j'ai fait tout à l'heure sur l'internaute, voilà. Je pense que c'est dangereux que ce soit le public qui fasse changer son texte à l'artiste, quoi. On va passer à un autre thème qui va plutôt s'intéresser à votre vie de comédien. Une première question de Ferraris14. Quelle est la meilleure rencontre que tu aies faite pendant ta carrière ? Ferraris14 ou tout tueur au passage ? La meilleure rencontre, je sais pas, moi je suis très impressionné. J'ai eu la chance de rencontrer des gens très bien et très connus et qui m'ont apporté de belles choses. Voilà, Raphaël Mesrahi, c'est plus qu'une relation professionnelle. C'est un ami proche et puis c'est un type qui est sincèrement très protecteur avec moi dans ce métier, qui s'est fait avoir, qui a rencontré et fait des choses pas bien, voilà. Enfin, on lui a fait des choses pas bien dans le métier parce qu'il était un peu naïf et gentil. Et lui, il m'a tout de suite dit, je vais te faire gagner du temps, je vais t'éviter de rencontrer tous les cons que j'ai rencontrés et je vais t'éviter de faire toutes les conneries que moi j'ai faites. Donc il me fait gagner pas mal de temps, ouais. Quand il y a J'ai tiré sur mon micro. Quand il y a un problème, tout va bien. Quand il y a un problème avec Raph, justement, il me dit toujours tout va bien et effectivement tout va bien avec lui. Donc voilà, il y a Raph. Après, Laurent Ruquier, je dois admettre que c'est une rencontre. J'ai aussi rencontré Palmade. J'en ai rencontré pas mal, mais Ruquier, c'est un type qui est assez impressionnant à voir évoluer dans son métier. Le type, il est... Moi, je l'ai vu pendant 2 ans et demi, pendant 2 ans présenter On ne demande qu'à en rire, que ce soit sur les directs, mais même sur les émissions enregistrées, il refait jamais une prise, quoi. Il est pro. Ah oui, c'est un mec qui bafouille jamais, qui aligne toujours les mots dans le bon ordre, très pro, je l'ai jamais vu refaire une prise, quoi. Contrairement à d'autres. Je parle pas de Jérémy Michalak, je dis même dans d'autres émissions. T'en vois beaucoup, quoi. Quand ils sont pas en direct, on refait le lancement, on refait... Bon, là, Ruquier,
Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est symptomatique du bagage qu'il a et de l'expérience qu'il a. Et puis, une force de travail incroyable, une vraie générosité dans l'envie de faire découvrir des jeunes talents. Enfin voilà, c'est un ensemble, il est assez impressionnant. Ouais. D'accord. Et il dort 4 heures par nuit. Oui, pour faire tout ce qu'il fait en même temps. Non, mais il l'a dit une fois sur Europe 1, on en avait parlé, il en rigolait. Lui, il dit qu'il a un métabolisme qui fait qu'il a besoin que 5-6 heures de sommeil, il est largement prêt au combat, quoi. Et voilà, et pas de substances illicites. Il boit du café comme tout le monde et c'est tout, quoi. C'est assez impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Rodgame, lui, fait référence à une autre personnalité que vous avez rencontrée qui vous a certainement aidé dans votre carrière. Comment avez-vous rencontré François Rollin et comment est-il devenu votre co-auteur ? Ouais, alors j'ai pas parlé de François, mais c'est évidemment, il est hors catégorie, François. Quoi. C'était vraiment un modèle pour vous Ah oui, oui, c'est celui qui m'a... Avec Arnaud Joyer, on travaillait sur l'écriture de réflexions profondes et un jour, on a un pote j'habitais, moi, en coloc avec Arnaud et un autre pote. Et on a un autre pote qui est venu chez nous trois, et, avec une cassette VHS de Rollin, qui a dit « Regardez ça, les gars ». Et on connaissait Professeur Rollin de Palace, mais c'est tout. Et on a vu Colère, le spectacle Colère de Rollin, et ça a vraiment été la révélation, en tout cas en humour. On s'est dit, voilà, c'est vraiment ça la référence. Et du coup, on s'est intéressé à tout ce qu'il a fait, et ça a été le début d'une admiration pour l'homme, l'humoriste, le comédien. Et voilà, après, on est allé le voir en spectacle, en live. On est allé et on l'a rencontré sur un festival à Dinard. On a discuté, on s'est revus à Paris, on a lié d'amitié, et puis une fois qu'on était amis. Ça s'est fait assez naturellement. Le fait de collaborer sur Chose Promise. Une question de Le Capliniste. Quelle est la situation qui vous donne le plus de trac et, à contrario, celle qui vous en occasionne le moins ? Alors, ce qui me donne le plus le trac, par exemple, la captation du DVD, c'était... Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça avait été beaucoup de pression pour vous. Ouais. Et les directs, par exemple sur Ondar, quand vous jouiez pour la première fois un sketch que vous veniez d'écrire, ça c'était plus facile ? Les directs, non, ça ne me donne pas trop le trac. En fait, j'ai des souvenirs de moments où j'ai eu le trac, mais des situations qui me donnent le trac de manière régulière, j'en ai pas. Les derniers tracs que j'ai eus, c'est ça a été quand je suis revenu à On ne demande qu'à en rire, là j'emmenais pas large. J'avais vraiment le trac. Et les matchs d'impro aussi, quand l'arbitre siffle juste avant la première impro du match. C'est-à-dire qu'on arrive, les joueurs arrivent, on chante l'hymne, on se tape dans les mains, le public applaudit et tout. Et les 5-6 secondes avant que l'arbitre siffle le début du match, là il y a un peu le cœur qui bat. Voilà, ce sont des situations comme ça. Vous continuez à faire des matchs d'improvisation ? Ouais. J'essaye de plus en plus de me rendre disponible pour ça, ouais. Parce que c'est une super discipline, puis voilà, j'adore ça. On a créé une équipe avec les comédiens d'HeroCorp, avec Simon Astier, Jenny Ann Walker et Arnaud Joyer. Ce sont des personnes avec qui vous faites une série ? Voilà, des personnes sont les comédiens d'HeroCorp, la série HeroCorp. Et on s'est rendu compte que, enfin en tout cas, il y a une ligue qui s'est rendu compte qu'il y avait des improvisateurs dans ces comédiens, et donc faites une équipe les gars, et voilà. Et donc on a fait 4 ou 5 matchs, et on va être amené à en faire beaucoup plus, parce que ça commence à se savoir dans les ligues en France qu'on a créé une équipe, et donc on est invité un petit peu partout. On est invité au Luxembourg en octobre, je sais qu'il y a Strasbourg qui nous fait venir aussi bientôt. C'est en train de se monter, quoi. Tout ça est en train de se faire. Voilà. Donc, les matchs d'impro, oui. Avec plaisir. Une question de Mariette. Avez-vous l'impression d'être une valeur montante de l'humour ? Parce que vous avez clairement été révélé avec l'émission de Laurent Ruquier, mais vous êtes quand même comédien avant d'être humoriste, et donc ça fait des années que vous avez cette carrière. Non, en fait, valeur montante, Vous n'aimez pas le terme ? Non, j'aime pas le terme, parce que... Mais c'est pas de la modestie, du tout. C'est vraiment pas pour faire le gars modeste.
parce que je le suis pas, je suis un vrai connard. Non, mais c'est mon tante. Non, en fait, mon tante, ça sous-entend que y a une. On mise sur l'avenir, quoi. Mon tante, ça veut dire que ça va continuer à monter. Ouais. Or, moi, je ne fais pas de plan. Jamais. Je n'ai jamais de plan sur l'avenir. Jamais. Je sais. Là, je vis une période où j'ai la chance d'avoir un agenda qui est à peu près rempli sur 12 mois, mais c'est le maximum que je puisse faire, quoi. 12 mois, je sais juste que je vais jouer, chose promise, les 8 et 9 février à l'Olympia, 8 et 9 février 2014. Bien sûr, et je sais que jusqu'en février 2014, il y a ça qui va se passer, j'ai des dates dans l'agenda et tout. Mais par exemple, on m'a demandé où je serai dans 3 ans, comment je me vois dans 3 ans, quels sont mes projets sur 3 ans. J'en ai aucune idée, je m'en fous. Et peut-être même que je ferai plus ce métier. Et si je fais plus ce métier dans 3 ans, ça voudra dire que je ferai autre chose qui me plaît plus. Et voilà. Et la seule certitude que j'ai, c'est que la vie est bien faite. Moi, j'avance avec cette force-là. C'est la conviction intime que, en tout cas, la mienne est bien faite. Ma vie est bien faite. Et qu'il ne peut rien de m'arriver de grave. Voilà, c'est peut-être faux, mais moi, j'ai cette conviction et ça me donne une certaine hauteur et un certain calme, une certaine distance sur ce métier. Et ça, je crois que c'est une force que j'ai. Annalise demande, quelle est ton impression quand tu sors de scène? Est-ce que tu es heureux, malheureux? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Et pour nous, elle dit, c'est une grande joie de venir te voir. C'est gentil, merci. Non, j'ai pas du tout envie d'y retourner quand je sors, parce que ça fait 2 heures que j'y suis et que quand je sors de scène, je viens de faire un truc avec mon dragon où j'ai couru dans tous les sens. Et donc, je suis trempé de la tête aux pieds. J'ai le cœur qui bat à 170, 175 pulsations minutes. J'ai faim, j'ai chaud, voilà. Donc non, sur le moment, j'ai pas envie d'y retourner. C'est quand même une énorme débauche d'énergie. Ouais. Quand on voit, à la fin, on se dit, bon, bah voilà, là, c'est on mange et on va se coucher, quoi. Ouais. Il n'y a plus trop d'énergie. Ouais, il n'y a plus d'énergie du tout. Ouais. Et alors, jusqu'au lendemain, après, ça passe. Mais c'est vrai que les heures qui suivent sont pas compliquées, mais elles sont. Il faut que j'y. C'est pour ça que la tournée me fatigue aussi beaucoup. C'est parce que le spectacle est long et épuisant. En général, je mange après. Je me couche très tard et il y a l'adrénaline. En fait, il y a des choses dans le corps qui font que tu ne dors pas tout de suite. Mais ça, tout artiste a ça. Hein. Donc, on trouve le sommeil vers 3h, 4h. En général, le train, le lendemain, est à 9h. Donc, ça fait 5 heures de sommeil. Tu ne dors, c'est une légende de dire qu'on dort dans un train. On ne dort pas dans un train. On somnole. On croit qu'on dort, mais on ne dort pas. On ne récupère pas. On se dit, je vais faire une sieste cet après-midi, mais en fait, tu as d'autres trucs à faire. Donc, et tout ça s'accumule sur des mois et des semaines, et donc tu as une fatigue qui arrive. Donc, non, le soir même, j'ai pas envie d'y retourner. Le lendemain, oui, j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de découvrir quelle ville, quel public. Donc voilà. Et autre parenthèse, autre message que je passe. Deuxième message. Deuxième message, c'est concernant les dédicaces après les spectacles. Il y a, on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Hein, je trouve, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis à 75, 77, plus on a fait une cinquantaine de dates, j'en ai 130, voilà. En ce moment, je suis en dédicace dans certaines FNAC. Vraiment, 9 fois sur 10, je suis à la sortie de mon spectacle, je fais des dédicaces. Parfois, quand les gens sont nombreux, qu'il est tard, que j'ai de la route après, ou que je pars très tôt le lendemain, etc., parfois, on dit aux gens qu'il n'y a pas de photo individuelle. Quand il y a 60 personnes qui attendent, c'est très long. Alors, pour la personne qui se fait prendre en photo, c'est très court, mais il faut savoir que pour moi, c'est une répétition d'un truc, voilà. Donc, parfois, on se permet de dire, c'est arrivé, je le concède, c'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, où on ne fait pas de photo, on ne pose pas. Les gens peuvent me prendre en photo quand je signe, et je signe tous les autographes qu'on veut, mais les photos, voilà, parfois, bon. Et parfois aussi, il m'arrive de ne pas être à la sortie du spectacle, parce que j'ai aussi... Le dragon est épuisant. Mais non, mais parce qu'il y a aussi une vie privée, quoi. Parfois, j'ai des obligations qui ne me permettent pas d'être à la sortie du spectacle. Et je lis des choses affreuses. Je lis des choses sur Twitter, machin, et je sais que c'est de la provocation pour que je réponde, donc la seule envie que j'ai, c'est de ne pas y répondre, sauf aujourd'hui.
En tout cas, sur Twitter, j'y réponds jamais parce que je sais que c'est de la provoque. Mais voilà, les trucs de dire, même si c'est de la provoque et qu'on ne le pense pas, mais de l'écrire, ça me fait mal de voir, ouais, il a la grosse tête, machin. De toute façon, il n'y a plus que l'argent qui compte. Ou, voilà. Donc ça, vraiment, ça me fait chier qu'on puisse penser ça et qu'on ne puisse pas se dire, bah oui, bah ce soir, il n'a pas pu sortir, nous voir. C'est pas grave. C'est pas grave, on le verra une prochaine fois. Et m'en voulez pas si ça arrive. Et voilà, c'est juste la vie, quoi. Et il faut vraiment avoir conscience que j'en suis à 300 spectacles en 2 ans et que c'est un soir sur 2, quoi. Et j'ai lu aussi une fois, pardon, je suis un peu long là-dessus, mais le sujet pour moi est important parce que ça traite du rapport que j'ai avec les gens. Et ça veut pas dire je m'en fous des gens, pas du tout, quoi. Ça veut juste dire je ne peux pas. Voilà, je ne peux matériellement pas être là à la sortie. Et alors on me dit, bah, vous auriez pu passer 3 minutes pour nous le dire. Mais vous savez très bien que si je sors, ça ne va pas durer 3 minutes. Parce que vous allez me faire vos yeux de cocker. Et moi, les yeux de cocker, je n'y résiste pas. Donc je fais des photos, et je signe des autographes. Donc oui, je contourne l'obstacle. Et dernier truc, quelqu'un a dit, dites donc, pour 25 € la place, vous auriez pu faire quand même des dédicaces à la fin. Et ça, c'est rentré dans un truc très dangereux qui est de considérer que le prix de la place inclut un service après-vente. Le prix de la place inclut un spectacle et le fait que les artistes viennent voir le public à la sortie, c'est du temps qu'ils prennent sur eux parce que c'est du plaisir. Et donc, il ne faut pas mettre cette partie de plaisir dans un prix de billet. C'est très dangereux, c'est un amalgame qui est très dangereux. Ça dénote un truc, j'espère que je ne tomberai jamais là-dedans, où on me dira, t'es payé plus cher parce qu'il faudra que on te paye plus pour que tu ailles faire des dédicaces. J'espère jamais tomber là-dedans. Alors Sarah dit, on vous voit très bien chanter sur scène, oui, parce que pour le prix du spectacle, vous chantez en plus. On vous a déjà vu chanter aussi à la télé ainsi que sur des vidéos de matchs d'impro. Est-ce qu'une carrière de chanteur vous aurait plu ? Voilà, avec toute mon admiration, dit-elle là. Bah ouais. Mais je crois que Sarah, si c'est la Sarah, parce que je reconnais des prénoms. Hein, quand même, Si c'est la Sarah auquel je pense, je crois évidemment qu'elle connaît la réponse, mais elle me la pose pour que je dise ça pour tout le monde, voilà, pour que tout le monde le sache. Non, c'est un rêve que j'ai. Si c'était à refaire, si tout était à refaire, ouais, je crois que j'hésiterais. Je crois que j'hésiterais beaucoup avec la chanson. Ouais. J'ai une vraie admiration pour ça, et j'adore cette discipline. Voilà. Maintenant, me lancer dans la chanson maintenant, sûrement pas. Trop tard. Et un spectacle musical, non plus. Non, ça fait vraiment le mec qui voudrait. Non, ça restera de l'ordre du plaisir épisodique, des petits trucs comme ça. Mais non, je vais pas changer. Parce qu'il y a quand même un grand humoriste qui s'appelle Elie Semoun, qui s'est lancé dans la chanson, qui a fait, je crois qu'il a sorti 2 albums. Ouais. Ça, c'est un truc qui pourrait arriver. Non. Mais non, parce que j'ai pas envie que Elie il l'a fait très sincèrement et t'es obligé de le faire très sincèrement de toute façon. Mais on a lu des choses dessus qui sont inévitables, où tu doutes de, tu te dis non. En France, on n'aime pas le mélange des genres, donc évidemment qu'Elie il a essuyé des critiques et des choses pas cool. Donc, je sais que si je faisais ça, ce serait pareil. Je sais que quand je côtoyais Pierre Palmade sur la pièce Le Comique, Pierre, il compose, il écrit des chansons. Il compose pas, mais il écrit des textes et il a des mélodies. Il avait écrit 5-6 chansons comme ça, vachement bien. Mais pareil, il hésitait, il disait, mais si je le fais, je vais me faire... Alors que les chansons, franchement, sont pas mal. Mais je crois il ne l'a pas fait, visiblement. On n'a pas le droit, en France, on n'a pas le droit de mélanger les genres. Et puis on a une autre question qui dit, pour vous, le monde dans lequel nous vivons est-il aussi absurde que vos sketchs ? Sans doute que oui. Après, voilà, ça rejoint... Ça m'amène à dire des choses... il faudrait que je dise des choses intelligentes sur le monde et sur la société. Non, oui, il y a des choses absurdes, bien sûr. Ouais, il y a des choses absurdes. Quand un pourcentage infime de la population détient quasiment 95% de la fortune mondiale, oui, c'est absurde de se dire ça, quoi. De se dire que
toutes les richesses du monde sont entre les mains d'un pourcentage infime d'êtres humains sur Terre. Donc voilà, c'est la plus grosse absurdité qu'on puisse désigner. C'est évidemment une porte ouverte que j'enfonce, c'est tout, mais après elle découle sur plein d'autres choses absurdes, ouais, effectivement, sans doute. Je n'en dirai pas plus, j'en suis incapable. On va avancer un petit peu et on a une question un peu marrante de Cabal qui se demande si votre ressemblance avec Frank Zappa est recherchée. Non. Voilà, c'était juste pour le Pas petit du côté tout. décalé. Non, On va passer à vos fans parce qu'ils sont très nombreux. On a reçu énormément de questions, évidemment, on ne pourra pas toutes les poser aujourd'hui. Donc une question de poisson, pardon. Avez-vous déjà reçu des propositions décalées de vos fans? Oh bah oui. Quelles sont-elles? Ah bah des demandes en mariage, Souvent? c'est souvent c'est assez décalé. Je vous épargne les demandes en mariage qui tombent, évidemment, Il y en pendant a le eu. direct, mais Ouais. on a quelques-unes, oui. Des demandes décalées, oui. Pas si décalées que ça, mais parfois je suis assez surpris de l'audace de certains voilà, m'inviter chez eux et tout, boire un coup. C'est pas décalé, mais je trouve ça audacieux. J'essaie de me mettre à leur place. J'aurais jamais osé dire à François Rollin, venez dîner à la maison, quand je le connaissais pas en tout cas. Voilà, donc ouais, il y en a, mais peut-être moins que d'autres artistes. Je sais. Et comment vous expliquez en fait cette proximité en fait qu'ils ont avec vous à travers les réseaux sociaux, pour pas les citer en détail, mais Bah, c'est moi qui ouvre la porte. La proximité, elle est celle que l'artiste veut bien laisser aussi. Donc moi, je joue le jeu des réseaux sociaux parce que je suis un peu geek et que ça me plaît et que voilà, je me protège aussi. Je lis aussi parfois sur Twitter, il répond jamais, il retweet jamais, mais je peux pas. Je réponds parfois, je retweet jamais, parce que je peux pas, parce que sinon c'est des demandes. Sinon ça tourne à un truc bizarre, quoi. Je voudrais que ça reste. Encore une fois, je veux garder le contrôle. Donc Il y en aurait tout le temps. ouais, Des il y en demandes de aurait trop. retweet, Une fois, il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'avais retweeté comme ça gentiment un truc pour un anniversaire, une fille qui m'avait. Oh, putain, et après ça a été. Ah ouais, je m'étais fait. Tous ceux que j'avais pas retweetés m'étaient tombés sur la gueule. Et ça s'était conclu par. De toute façon, c'est qu'un queutard et il retweet que les jeunes filles. Donc j'ai arrêté pour préserver ma vie, également ma vie de couple et ma vie privée. Je me suis dit bon, allez, je vais me protéger un peu et voilà. Et encore une fois, c'est pas de la grosse tête, c'est pas. Je suis proche de mon public, du public, mais il y a certaines choses que je peux pas faire, quoi. Voilà. Bien sûr. Une question d'Etsa Meret qui évoque une émission de TF1, Oui. l'émission. Donc TF1, t'a-t-il appelé pour participer à Danse avec les stars après ta sublime danse dans Ouais. Vendredi tout est permis avec Arthur? En fait, Malheureusement, je n'ai pas vu cette danse, donc je ne sais pas de quoi elle parle, mais Elle avait l'air En fait, sublime. TF1 m'a proposé d'enlever tous les participants et de faire vraiment un Danse avec les stars sur moi, en fait. qu'avez-vous? Et chaque semaine, j'aurais traité une danse différente, la salsa, voilà, Le foxtrot. Voilà, exactement. Bon, et puis j'ai refusé parce que je me disais que c'était enlever du boulot à d'autres. Et Oui, vous faites trop c'est d'ombre aux autres. quelle discipline que je... Ça, c'est vraiment la danse. C'est Alors vraiment... le chant, oui, mais la danse, non. La danse, c'est comme la cuisine. Je ne sais pas si je suis plus mauvais en danse ou en cuisine, mais ça doit se valoir. Non, c'est terrible. Tiens, oui, non. D'accord. Non, j'allais d'accord. balancer une info. Ah, non, pas de Maintenant, scoop peut-être que je la aujourd'hui. balancerai tout à l'heure parce que je pense que je vais me faire vanner sur autre chose. Je la balancerai en temps voulu. D'accord, très bien. On va évoquer Ondar très brièvement. Oui. Une question de Kimpa 2007. Quels humoristes de Ondar connaissais-tu avant de participer à l'émission? Sur la première saison, sur les anciens, Certainement, ouais. tous. Au tout début. Vous les connaissiez tous? Tous, ouais. Tous, qui je connaissais pas. Ferroni, personne ne la connaissait, Nicole. Elle sort d'où, Nicole Ferroni? Nicole, elle sort un peu de nulle part. Nicole, elle était... Moi, je l'ai découverte en janvier 2011 sur le festival de Puy-Saint-Vincent, qui est un festival qui se déroule en région PACA au ski. Et il y a un humoriste qui devait passer.
qui a annulé et ils ont appelé quelqu'un du coin. Et Nicole, elle était prof à l'époque, elle était encore prof de SVT. Elle faisait du one-man depuis 3 mois et elle est arrivée à Puy-Saint-Vincent. Je suis allé dans les loges dire merde aux candidats parce que c'est un festival auquel je participe depuis longtemps. Et donc je vais dans les loges, je leur fais coucou et je vois une nana en sweat marron avec à capuche, en jean, en Converse comme ça, avec un regard un peu de folle, un peu de dingue. Et après, je vois le présentateur du festival qui dit « Ouais, elle fait du one-man show depuis 2 mois. Elle a remplacé au dernier moment un tel. Merci d'accueillir Nicole Ferroni. » Et je vois la nana qui était en sweatshirt marron et en jean rentrer sur scène. Et je dis à ma voisine, j'étais assis à côté de quelqu'un, je lui dis « Ça va être une boucherie. » J'avais dit ça. Ça va être une boucherie dans le sens, ça va être à chier. Et j'ai vu une des plus belles prestations de scène de one-man que j'ai jamais vues de ma vie, quoi. Elle nous a scotché. Et après, elle est venue à l'émission et tout. Et quand elle est venue, elle s'est très vite imposée, quoi. Mais c'est la seule. Sinon, les autres, on se connaissait. Ouais. D'accord. Alors, on ne peut pas parler de l'émission sans parler évidemment de Jérémy Ferrari, que vous avez rencontré avant, certainement. Oui, j'étais allé voir son spectacle une fois et on avait dîné ensemble. D'accord. Mais ça s'était arrêté là. Marie? Alors du coup, on a Nayana qui dit qu'admirez-vous chez Jérémy Ferrari et comment décririez-vous votre relation? Bon, notre relation, elle est très simple. C'est une relation d'amitié. Voilà, donc c'est une relation amicale qui est empreinte d'une relation de professionnel aussi. Donc il faut faire toujours attention à ça. C'est de déceler ce qui est de l'ordre de l'amitié et de l'ordre du professionnel. Donc quand on s'engueule pour le boulot, en tout cas quand on n'est pas d'accord sur le boulot et qu'on le fait comprendre à l'autre, et se dire que, voilà, toujours garder en tête que ça reste un pote et qu'après avoir raccroché un peu énervé, on peut se rappeler une heure après et puis... parler d'autre chose. Et puis parler d'autre chose, ou en tout cas désamorcer le truc parce qu'on a envie, parce qu'on est potes et qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc c'est une relation banale, une relation amicale normale, pas banale mais normale, empreinte d'une relation professionnelle forte parce qu'on bosse souvent ensemble. Parce que Jérémy Ferrari est venu ici il n'y a pas très longtemps. Lui nous disait effectivement que vous étiez vraiment très proches. Et voilà, en rigolant, il dit je pense que si on était homo, on vivrait ensemble, en fait, on serait ensemble. Je sais. Voilà. Il vous en a parlé ou vous l'avez vu? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Il est peut-être, il est peut-être un peu trop bordélique pour qu'on vive ensemble. Mais sinon, non. Et dans la question, il y avait ce que j'admirais chez lui. C'est un peu, ça rejoint un peu. Il est un peu Laurent Ruquier pour ça, quoi. Il est un peu il a une capacité de se noyer dans le travail, pas de se noyer, mais de plonger dans le travail qui est assez dingue, quoi. Il a 10 ans de moins que moi, donc il a aussi cette comment dire, c'est l'état d'esprit d'un jeune, entre guillemets, qui a vraiment envie. Et puis surtout, il a l'état d'esprit d'un type qui a galéré vraiment pendant 10 ans, à qui on a fermé les portes bien comme il fallait sur le nez. Donc il a l'état d'esprit d'un type qui, maintenant que les portes se sont ouvertes, j'en profite, je vais montrer ce que j'ai dans le bide, quoi. Moi, j'ai un peu moins cet état d'esprit-là, quoi. J'ai moins un sentiment de revanche ou d'envie de bouffer le truc parce que tout va trop vite et tout. Non, tout va pas trop vite, tout va bien. Voilà, on est un peu on est même carrément très différents à ce niveau-là, quoi. Mais j'admire assez ça chez lui, cette capacité de travail que je n'ai pas et que je veux pas avoir parce que je veux préserver d'autres choses en dehors du boulot, quoi. Louise nous demande, quel est ton meilleur souvenir avec Jérémy Ferrari? Est-ce qu'il y a une impro, un sketch, une anecdote? Le meilleur souvenir, ça doit être... il y en a peut-être 2. Ça a été ce fameux sketch qu'on a fait, le premier duo qu'on a fait avec le paperboard où on choisissait des sujets... c'est notre premier sketch en duo, on ne demande qu'à en rire. Mais le sketch en lui-même, quand on l'a joué, c'était un très très bon souvenir. Mais l'écriture en fait du sketch, je me souviens de l'écriture. Je me souviens du jour où on l'a écrit, du lieu où on l'a écrit et de la vitesse à laquelle on l'a écrit. Et ça, c'est un très bon souvenir parce que ça a été le début pour nous deux
ça a été le début d'un truc, quoi. On s'est Ouais. dit, il y a quelque chose à faire tous les deux. Et un deuxième très bon souvenir, ça a été sur scène, la présentation du Festival de Montreux cette année. Voilà, j'ai adoré ce moment-là avec lui. On poursuit toujours sur la même thématique. Une question d'Antoine. On vous a vu récemment dans la tournée du trio avec Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de jouer sur scène à trois et est-ce que vous avez envie justement d'écrire un spectacle un jour peut-être? Alors notamment avec Jérémy Ferrari, c'est la question d'Antoine, mais peut-être avec un autre humoriste. Ouais. Oui, ça j'en ai envie de faire un truc en duo avec Jérémy. On s'était dit, on l'avait évoqué, mais là c'est impossible en ce moment parce qu'on est trop sur des... Et c'est normal et c'est très bien, on s'occupe de nos carrières respectives et c'est très bien. Donc pour l'instant c'est pas d'actualité. C'est une envie que j'ai eue et que j'ai toujours avec un pote que je connais depuis beaucoup plus longtemps et qui s'appelle Ben. Et Ben, c'est sûr qu'on fera quelque chose en duo tous les deux. Il y a un sketch qu'on a écrit sur des pilotes d'avion qui traînent sur Internet. On n'en a écrit qu'un, mais il faut vraiment qu'on fasse... ça fait des années qu'on se le dit avec Ben, mais c'est pareil aussi. Mais là, peut-être qu'il est temps qu'on se retrouve aussi avec Ben et qu'on fasse des choses ensemble. Et on en a un petit peu l'envie et c'est un petit peu en projet. Donc voilà, donc ouais, c'est une envie que j'ai, que ce soit avec Ben, avec Jérémy. Voilà, il y a des gens avec qui je me sens très très bien sur scène. Et Baptiste aussi. Une tournée d'ailleurs qui poursuit, poursuit en 2014. Ouais. Ça a été annoncé il y a très peu de temps. Ouais. On passe à un truc très bizarre, évoqué par Dylan. Question insolite, connais-tu le terme ARMY? Si ce n'est pas le cas, il s'agit de la contraction des prénoms Arnaud et Jérémy. Ouais. Ce terme correspond à des fictions écrites par des fans, disponibles sur Internet, centrées autour d'histoires d'amour, voire sexuelles, entre toi et le petit diable. En as-tu entendu parler et qu'en penses-tu? Alors ouais, j'en ai entendu parler. J'ai vu des tweets passer. Je ne connaissais pas du tout. C'est là où je me rends compte que je me fais vieux, mais... si ça peut vous rassurer, personne n'en avait entendu parler avant. J'ai entendu parler de... Ça s'appelle un fanfic, une fanfiction. Bon. Et donc, il y en a un qui tournait mais c'est comme une nouvelle érotique, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai lu ça. Et donc, j'ai lu... je lis ça, mais je ne savais pas que c'était érotique, en fait. Et donc, je lis, je dis, tiens, bon. Puis Jérémy sonne à la porte, machin. Et quand j'ai compris qu'on allait s'enfiler, j'ai arrêté la lecture. La lecture s'est stoppée. Ouais, la lecture s'est stoppée. Et alors après, donc j'ai dit à Jérém, on s'est retrouvés au Moulin Rouge, je ne sais plus pourquoi. J'ai dit, t'as lu ça? Et il me dit non. Et donc c'est moi qui lui ai fait la lecture. Il y avait Florent Père, inutile de vous dire que Jérémy, Florent et moi dans une loge, écoutant la lecture d'une nouvelle érotique entre Jérémy et moi. Donc voilà, ça a fait du bruit dans la loge. C'était plus marrant à plusieurs que de le lire tout seul. Ouais. Je crois que Florent s'en est jamais remis. Il nous a envoyé quelques jours après, il nous a envoyé par SMS un SMS comme ça, où il reprenait les passages. En remplaçant... Enfin, c'était très très drôle, mais voilà. Donc oui, j'ai entendu parler de ça. Très bien. Bon, on va bientôt terminer le chat, donc on pose vraiment les dernières questions. Une question de Delphine D. J'ai appris que vous commenciez l'écriture de votre prochain spectacle. Connaissez-vous déjà les thèmes et pour quand pouvons-nous l'espérer? Alors, je ne sais pas quand. Oui, c'est vrai qu'on a avec Joyer, Rollin. Alors, la première info, c'est que au départ, je voulais peut-être travailler tout seul sur le prochain spectacle. La première info, c'est que non. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc François et Arnaud vont collaborer sur le prochain spectacle et on en est vraiment au tout début. On ne sait pas du tout encore de quoi on va parler. En fait, on a fait une première réunion qui pose vraiment en fait, c'est le sculpteur qui se demande on a juste décidé dans quelle matière on allait sculpter, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça allait être du bois, de la pierre, de l'argile, voilà. Mais c'est tout. Après, on ne sait pas encore quel thème on va sculpter. On a juste dégrossi le truc. On a posé des questions qui nous paraissent vraiment importantes dans l'écriture d'un spectacle. C'est-à-dire,
Et la première question, le premier constat, c'était de constater que Patrice Valenton, chose promise, le spectacle que je joue, n'est pas un spectacle pour avoir du succès en fait. C'est-à-dire que le Patrice Valenton n'a pas été écrit pour avoir du succès. Quand on l'a écrit, c'était en 2007, en 2006. On savait que j'allais jouer dans des salles de 40 personnes, de 40 places. Et donc, ce petit prof timide qui monte sur scène, c'était crédible. Aujourd'hui, quand je joue dans une salle de 1200 personnes, que je rentre sur scène et que je suis applaudi pendant 30 secondes, bah déjà c'est mort. C'est plus possible. Déjà, le personnage de Patrice Valenton est mort. Les effets ne sont pas les mêmes que quand vous jouiez au point-virgule. Ah bah oui, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Et donc, il y a beaucoup. Et moi, dans des grandes salles comme ça, je suis obligé de donner plus de moi-même, de Arnaud de Samer, parce que Patrice Valenton, sinon, il peut pas occuper la scène comme je l'occupe. Et donc, Rollin m'a appelé il y a pas longtemps, il m'a dit « Est-ce qu'on est d'accord que le spectacle que tu joues actuellement n'est pas celui qu'on a écrit et qu'on n'est pas d'accord avec ça ?» Je dis « Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'on n'a pas le choix, que c'est un truc qui est dû au succès et que dans une salle de 1500 personnes, tu te défends. Il faut se défendre face à 1500 personnes. Donc je suis obligé d'envoyer, entre guillemets, du pâté que Patrice Valenton ne pourrait pas envoyer. Donc on est très serein avec ça. On s'est dit, on est très serein. Le spectacle, c'est très bien le spectacle tel qu'il est comme ça. C'est juste pas celui auquel on avait pensé. Il a glissé vers ça par la force des choses, grâce au succès, j'allais dire à cause. Mais juste, la réflexion sur laquelle on est parti pour le prochain spectacle, c'est de tenir compte du fait que les gens me connaîtront quand je vais rentrer sur scène, sauront qui je suis, et en plus que je serai attendu au tournant. Donc du coup, ça veut dire ne pas se cacher derrière un Exactement. autre personnage. Voilà. Tu as tout compris. La conclusion de tout ça, c'est qu'il est fort probable à 99% que je rentre sur scène en tant qu'Arnaud de Samer et pas en tant qu'un autre personnage. Ce qui ne va pas m'empêcher de raconter, d'avoir un fil rouge et de raconter et de me mettre, qu'il y ait une mise en abîme au niveau de l'histoire, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un fil rouge, que ça se tienne, parce que c'est quelque chose que j'aime. Rollin n'aime pas ça, j'aime pas ça, et Joyer n'aime pas ça non plus, qui est la gratuité dans le spectacle. Faire ou dire des choses gratuites. Mais que je rentre en tant qu'Arnaud de Samer pour que ce soit crédible, que les applaudissements qui viennent pour moi au début, au moins que je les prenne, voilà, et qu'on parte, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Si tu t'inquiètes à cause de l'heure, on peut tirer un petit peu. D'accord, ça marche. Il reste pas mal de questions. Ouais, on peut tirer. Alors très bien. Marie, d'autres questions donc, sur les projets d'Arnaud. On a une question de Ziv qui dit « Est-ce que pour la saison 3 d'HeroCorp Captain Sport Extrême » Oui. Mais c'est pas très français sa phrase. Est-ce qu'on a encore eu le droit à de belles cascades? Sans matelas, sinon c'est pour les fiottes. Ouais. Alors... D'abord, qu'est-ce que c'est que HeroCorp Captain Alors, tu ne connais pas HeroCorp? Non, HeroCorp, c'est une série qui a été créée par Simon Astier, qui est... Simon Astier, que tu as peut-être vu dans Kaamelott, de la famille Astier, donc. Qui est le frère d'Alexandre Astier. Et qui a créé, que j'ai rencontré sur un casting de Off Prime. C'était le réalisateur de Off Prime sur M6 avec Virginie Efira. Et puis il a écrit il a écrit aussi cette série. Quand j'ai vu les textes d'Off Prime, je me suis dit putain, il faut absolument que je rencontre ce mec, et que je trouvais ça très très drôle. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Simon. Et après, il a écrit une série sur des super-héros un peu décadents et à la retraite qui s'appelle HeroCorp. Et sur la saison 1, il m'a appelé pour faire un Captain Sport Extrême, un des personnages qui apparaissait sur un épisode. Comme le personnage a plu, il est apparu sur plusieurs épisodes dans la saison 2. Et après, la série s'est arrêtée. Et il y a eu c'est la première série française à avoir été sauvée par les fans. Donc il y a eu pendant 3 ans les fans, mais ils n'ont rien, ils ont pas lâché le morceau. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Vraiment pendant 3 ans, ils ont convaincu France 4 de financer la saison 3. Et donc on a tourné la saison 3. Et donc ce à quoi fait référence Dylan, c'est ça? Ziv. C'est sur le fait que sur les 2 premières saisons, j'avais des cascades mais vraiment pourries, mais comme je suis une chochotte, je me faisais mal à chaque fois. Et puis Simon a cru bon de le mettre dans les bonus du DVD, de faire un petit fil rouge sur mes cascades dans HeroCorp, qui sont toutes pourries. Voilà. Et sur la saison 3, j'ai pas le si
Si, il y en aura peut-être une, mais je ne sais pas si ça fera l'objet d'un bonus, mais il y en a une petite, ouais. Il sera content, je pense. Une question, est-ce que l'idée de faire une pièce de théâtre, notamment avec Simon Astier et Arnaud Joyer, est toujours en cours, Ouais. en espérant une réponse positive. Et je vous remercie pour votre disponibilité, votre gentillesse et vous souhaite beaucoup de succès. C'est Alors, gentil. Est-ce que c'est la fameuse pièce où vous deviez être coincé sur un Ouais. télésiège? Ouais. Alors, pardon d'ailleurs, parce que effectivement, on a voulu y croire et on l'avait annoncé, parce qu'on s'était dit aussi que ce serait une manière d'être obligé de tenir cette promesse-là et de. Enfin, c'était vraiment une envie qu'on avait avec Joyer Simon de faire cette pièce, mais il a fallu se rendre à l'évidence, c'était pas le moment en fait. Mais c'était pas forcément le moment pour nous, c'était pas le moment pour aussi dans la conjoncture théâtrale parisienne, c'est très pompeux ce que je dis, mais c'est un peu bouché en fait le théâtre à Paris. C'est-à-dire que il faut, pour atteindre des, on pensait qu'avec Simon, moi, Arnaud, tout ça, ce serait facile de trouver une salle et des producteurs, et en fait ça ne l'est pas. Le théâtre le marché du théâtre à Paris est très fermé, appartient à certaines personnes qui lâchent pas le. Et puis quand vous regardez les pièces qui se jouent, les pièces qui marchent à Paris, il y a certains critères que nous ne remplissait pas, et notamment le fait d'avoir une jolie comédienne, une ou plusieurs jolies comédiennes sur scène, ça on ne l'avait pas. Et on n'a pas la carte théâtre parisien en fait. Donc ça ne se fera pas du. Mais la pièce, elle est écrite? Ouais, la pièce est écrite. La pièce est écrite. Et c'est pas envisageable de se dire on zappe l'étape parisienne et on va directement à Lyon? Si, c'est envisageable, mais ça veut dire. En fait, ça veut dire. Ça veut dire un investissement qui était à cette période-là de nos vies et de nos carrières qui n'était pas possible. C'était un investissement qui n'était pas possible. Oui, être sur la route à nouveau tout le temps. Ouais, et puis moi j'étais aussi, je battais le fer avec On ne demande qu'à en rire, avec Chose promise. Et là je fais une grosse tournée et tout, donc ça voulait dire faire une croix sur tout ça, donc c'était pas le moment. C'était pas le moment, et peut-être que c'est peut-être plus au cinéma qu'il faudrait qu'on fasse des choses avec Simon, plutôt qu'au théâtre. En tout cas, on se l'est dit et ça nous a soulagé de se le dire. On fait une croix pour l'instant dessus. On est d'accord sur le fait que c'était pas le moment. Qu'on a voulu y croire, mais que c'était pas le moment. Voilà. Et l'adapter directement au cinéma? Peut-être. Oui, vous y pensez? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais on aimerait vraiment être sur scène ensemble en fait. On aimerait bien. Il y a tellement de gens avec qui j'ai envie d'être sur scène. Putain. Je ne pensais pas justement à écrire vous-même une pièce dans ce cas-là et peut-être faire jouer tous les gens que vous aimez. C'est pas quelque chose qui est envisageable? Si. Après, ça rejoint le fait que je fais pas que je me projette pas, quoi. Ouais. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. On verra ce que j'ai envie de faire. Voilà, on verra ce que mes envies me dicteront. Pour l'instant, je ne sais pas. Très bien. Une question. Alors, c'est pas vraiment une question en fait. Grizzly vous donne ce message. Je vous jure sur ma vie qu'un jour je ferai un film d'animation et que le personnage principal sera doublé par. Que c'est peut-être plus au cinéma que c'était pas le moment, et peut-être je l'ai dit et ça nous a soulagé de se le dire. On fait une croix pour l'instant dessus. On est d'accord sur le fait que c'était bon. Voilà. Et l'adapter. Ouais, vous y pensez? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais on aimerait vraiment être sur scène ensemble en fait. Il y a tellement de gens avec qui j'ai envie d'être sur scène. Putain. Je ne pensais pas justement à écrire vous-même une pièce dans ce cas-là et peut-être faire jouer tous les gens que vous aimez. Si. Après, ça rejoint le fait que je fais pas de. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. On verra. Voilà, on verra ce que mes envies me dicteront. Très bien. Une question en fait. Grizzly vous donne ce message. Je vous jure un film d'animation et que le personnage principal sera doublé par. Que c'est peut-être plus au cinéma que. Sur ma vie, qu'un jour je ferai. Une question. Alors c'est pas vraiment. C'était pas le moment, et peut-être je l'ai dit et ça nous a soulagé de se le dire. On fait une croix pour l'instant dessus. Pour l'instant, je ne sais pas. On est d'accord sur le fait que c'était bon. Voilà. Et l'adapter. Ouais, vous y pensez? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais on aimerait vraiment être sur scène ensemble en fait. Il y a tellement de gens avec qui j'ai envie d'être sur scène. Putain. Je ne pensais pas justement à écrire vous-même une pièce dans ce cas-là et peut-être faire. On verra ce que j'ai envie de faire. Faire jouer tous les gens que vous aimez. Quoi. Ouais. Si.
Après, que je me projette pas. Après, ça rejoint le fait que je fais pas de... Enfin, en C'est tout long. cas, c'est pas pour tout de suite. On quoi. verra. Voilà, on verra ce que mes envies me dicteront. Très bien. Une question en fait, Grizzly vous donne ce message. Je vous jure qu'un film d'animation et que le personnage principal sera doublé par Que c'est peut-être plus au cinéma que... sur ma vie qu'un jour je ferai. Une question. Alors c'est pas vraiment. C'était pas le moment et peut-être se le dire. On fait une croix pour l'instant dessus. Pour l'instant, je ne sais pas. On se l'est dit et ça nous a soulagés. Voilà. Et l'adapter. On est d'accord sur le fait que c'était peut-être. Ouais, vous y pensez. Peut-être. Peut-être, mais on aimerait. Peut-être. Ouais. Vraiment être sur scène ensemble, en fait. Il y a tellement de gens avec qui j'ai envie d'être sur scène. Putain. Je pensais pas justement à écrire vous-même une pièce dans ce cas-là et peut-être Ah, faire on verra ce que j'ai envie de faire. jouer tous les gens que vous aimez. Si. Après, quoi. Ouais. C'est- Que je me projette pas. Après, ça rejoint le fait que je fais pas de. Enfin, en C'est tout long. cas, c'est pas pour tout de suite. On quoi. verra. Voilà, on verra ce que mes envies me dictent. Très bien. Bon. Une question en fait, Grizzly vous donne ce message. Je vous jure qu'un film d'animation et que le personnage principal sera doublé par Que c'est peut-être plus au cinéma que... sur ma vie qu'un jour je ferai. Une question. Alors c'est pas vraiment. C'était pas le moment et peut-être se le dire. On fait une croix pour l'instant dessus. Pour l'instant, je ne sais pas. On se l'est dit et ça nous a soulagés. On est d'accord sur le fait que c'était pas. Voilà. Et l'adapter. Ouais, vous y pensez. Peut-être. Peut-être, mais on aimerait. Peut-être. Ouais. Vraiment être sur scène ensemble, en fait. Il y a tellement Je de gens avec qui j'ai envie d'être sur scène. pensais pas justement à écrire vous-même une pièce dans ce cas-là et peut-être faire. Ah, on verra ce que j'ai envie de faire. Il y a un petit caméscope des années 80 qui est sur un trépied comme ça. Et toi, tu t'es fait tout un film sur la scène en t'imaginant le décor et tout. Et tu arrives, tu as juste une chaise toute pourrie. Et tu dis, mais je ne peux pas avoir un truc pour me donner une contenance et tout. Non, non, vas-y, vas-y. Donc tout est pourri de A à Z. Et là, j'arrive. La directrice de casting était très sympa, je la connaissais un petit peu. Et il y avait surtout, chose rarissime au cinéma, il y avait Isabelle Doval qui était présente au casting. Alors aussi sans doute parce qu'elle était un petit peu pressée par le temps. Le tournage allait bientôt commencer, donc il fallait accélérer le processus, je pense Et elle avait un retour vidéo en fait. Donc la directrice de casting me fait faire le truc devant la caméra et je vois Isabelle qui est devant le retour vidéo. Et je fais la scène une seule fois. C'est une scène assez longue. J'avais appris le texte, mais par cœur, sur le bout des doigts. Et je fais la prise. Et je vois Isabelle Doval qui se bouche le nez pour pas rire. Et elle m'engage à la fin de la première prise, en fait. Ce qui est pareil, ce qui n'arrive jamais. Et donc elle me dit, passe dans les bureaux, voir signer, enfin voir pour les costumes, les machins. Ça n'arrive jamais d'être pris à la fin de la prise. Tu le fais une fois et tu es pris à la première. T'es pris. Donc ça a été un coup de foudre entre elle et moi, un coup de foudre artistique bien sûr, entre elle et moi. Voilà, et tant mieux. Vous avez d'autres projets cinématographiques cette année? Alors non, cette année non, j'en ai dans l'absolu, oui. Putain d'ailleurs, il faut que je réponde. Finalement, l'émission va se terminer tout de suite. Fait penser à un truc, il faut que oui. Oui, il y en a, il y a des projets qui sont pas encore, à mon avis, qui sont pas sur IMDb encore. C'est pas public, quoi. Donc non, on peut c'est pas pas public. Non. Alors en revanche, il y a un truc que je peux dire, c'est que je me rends compte quand même qu'il y a il y a des chapelles en France et il y a ce qui s'appelle avoir la carte un petit peu au cinéma. Je crois que quand tu viens de France 2, Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. T'as moins la carte que si tu viens de Bref, Canal+, voilà, au cinéma. C'est des potes, hein, Bref, donc je le dis, ils le savent et ils sont d'accord avec moi. Et Kian, c'est un pote, Baptiste, évidemment, c'est un pote, Bérangère, c'est une pote, donc ils le savent tous. Mais t'as moins la carte au Cinoche quand tu viens de France 2. C'est plus difficile quand on vient du service public? Ouais, il y a une image de... Moi, par exemple, il y a Yann Moix qui est venu, qui est un réalisateur de Podium, et qui est venu voir que je connais depuis 2 ans. On se côtoie chez Ruquier à la radio. Il vient voir mon spectacle
il était extatique en sortant de mon spectacle. Il me regardait comme ça, il me disait mais c'est ouf, t'es comédien en fait. Moi je te connaissais humoriste, mais je ne savais pas que t'étais un aussi bon comédien. Fais du cinéma. Je lui dis bah, t'es gentil Yann, mais moi je veux bien, mais c'est le cinéma qui choisit les gens, c'est pas moi qui choisis d'en faire. Il me dit non, t'as tort. Aux États-Unis, Angelina Jolie, quand elle veut un rôle, elle va frapper à la porte et elle passe des castings. C'est comme ça, il faut faire preuve de volontarisme aussi à un moment donné. Donc fais preuve de volontarisme, fais comprendre aux gens que tu as envie de faire du cinéma. Mais quand même, je persiste à penser que je pars de plus loin que d'autres. Peut-être à talent égal, je pars de plus loin en ayant... peut-être que je me trompe, mais voilà, je m'inquiète pas, je vais prendre mon temps, je sais que ce sera un peu plus long, mais j'ai confiance et je sais que le monde du cinéma me découvrira en tant que comédien. Je les invite à venir me voir sur scène parce qu'il n'y a que sur scène qui verront ma vraie valeur de comédien. À la télé, sur un sketch de 4 minutes, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, mais c'est plus compliqué. Il faut avoir plus l'œil. Merci Arnaud de nous avoir consacré votre temps, c'est vraiment très aimable. Et on rappelle à tous nos lecteurs que le spectacle Chose Promise est sorti en DVD et que bien sûr votre tournée continue. Vous savez quand est-ce jusqu'à quand vous allez jouer ce spectacle? Jusqu'à fin avril en tournée, donc c'est dernière date. Je finis en Belgique 24 et 25 avril. Le 24 à Bruxelles, le 25 à Liège, et je fais la dernière du spectacle, je suis en train de regarder, je crois que c'est à Morges, voilà, donc c'est en Suisse, Morges, enfin bon, voilà, je fais Rochefort. Non, peut-être que je me trompe, mais Ulia doit savoir mieux que ça, doit connaître mon emploi du temps mieux. Demandez donc à Ulia quelle est la dernière date de tournée, mais c'est fin avril, voilà, je finis fin avril. D'accord, merci.